Bonjour, bienvenue à l'Institut français de Suède qui est heureux d'organiser cette rencontre poétique à l'occasion des Nuits de la lecture 2021. Je rappelle que les Nuits de la lecture, c'est une manifestation du ministère français de la Culture pour célébrer le plaisir de lire. Le thème de cette année, c'est « Relire le monde », car l'écriture, si elle retranscrit le monde, permet de le réinventer, et la lecture permet de s'évader, de voyager, même en restant immobile, comme nous y contraint malheureusement la pandémie actuelle. Relire le monde, c'est aussi relier différents mondes entre eux, et c'est ce que fait la poésie. C'est donc pour en parler et pour écouter aussi de la poésie que nous sommes réunis aujourd'hui avec Anne Bihan. Bonjour Anne. Anne est poète dramaturge, nouvelliste, dont la poésie est inspirée par ses racines bretonnes, mais aussi par sa vie en Océanie. Jonas Hellestrom, qui est écrivain, poète et essayiste, traducteur aussi de poésie anglaise et française, et éditeur. Et Jonas nous lira des poèmes suédois. Et puis Françoise Suhl, enseignante à la Senior Universität. Françoise est aussi traductrice de poèmes, notamment de Noorden Flugt, de Gila Mossaed et de Tua Forsström, publié donc cet automne d'ailleurs au Québec. Françoise animera cette rencontre. Un grand merci à tous les trois. Voilà, Françoise, je vais vous laisser la parole. Et puis surtout, je dis au public, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire vos questions dans la rubrique, vous verrez dans votre Zoom, la rubrique Q&A ou Q&A sur les claviers anglais. Voilà, merci. Merci, merci Marie et bienvenue à tous. Bienvenue Anne, bienvenue Jonas. Il y a des tas de verbes qu'on voudrait conjuguer au présent après cette année 2020. Le verbe explorer, visiter, s'évader, découvrir, randonner, planer, voguer. Eh bien, nous allons les utiliser, mais en voyageant avec en webinaire. C'est la nouvelle façon de voyager. Et j'aimerais me tourner vers vous, Anne, pour commencer avec vous. Anne Bihan, vous êtes originaire en effet de Bretagne, où vous passez votre enfance, votre jeunesse, puis ensuite vous partez en Nouvelle-Calédonie et vous allez y rester de nombreuses années, puis ce sera le retour en France. Vous êtes actuellement chef du service des publics et de la culture et de la communication de la Maison de la Nouvelle-Calédonie à Paris, en France. Anne, pourriez-vous situer brièvement la Nouvelle-Calédonie? Bonjour Françoise, bonjour à tous. Merci de m'accueillir en Suède. C'est vrai qu'on ne peut pas voyager actuellement, mais il y a 1000 manières de se relier malgré tout. La Nouvelle-Calédonie est en Océanie. Elle se trouve à côté de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, que tout le monde situe sans doute beaucoup plus aisément. Peut-être, Françoise, je pourrais partager les cartes, Oui. parce que ces cartes que je vais vous proposer, voilà, je vais les commenter au fur et à mesure. Je vais simplement, ne m'en voulez pas trop, essayer de ne pas trop me tromper avec les écrans partagés. Donc, très bonne voilà, je vais partager. Voilà. Donc, parfait. Voici cette planisphère. Vous la voyez très bien là actuellement? Oui, alors là, vous avez mis le doigt un petit peu sur le… très bien, c'est la planisphère normale. Voilà. Donc cette planisphère, c'est celle que tout le monde connaît en Europe. On y met forcément l'Europe au milieu du monde. Et
l'un des constats lorsqu'on habite en Océanie, c'est qu'il y a 1000 manières de regarder le monde, bien évidemment. Et si vous regardez, les voisins qui sont ici et là se trouvent forcément séparés. Ils sont chacun d'un bout à l'autre du monde. Alors, je voudrais vous proposer notre planisphère à nous en Océanie. La voici. Voilà, en effet, elle est Et relire différente. le monde, puisque c'est le thème de cette rencontre, relire le monde, c'est des fois se déplacer pour le regarder d'un autre angle, d'un autre endroit. Non seulement, cette fois-ci, comme vous le voyez, les voisins d'Océanie sont côte à côte, sont de vrais voisins, mais le nord et le sud habituels sont effectivement dans l'autre sens, puisqu'on habite un univers qui n'a ni haut ni bas, me semble-t-il. Et donc, l'Australie est ici et la Nouvelle-Calédonie est juste à côté. Je voulais vous la montrer parce que pour moi, relire le monde et relier le monde, c'est aussi accepter qu'il y a de multiples manières de le regarder et de le penser, donc d'essayer de le dire. On parle d'outre-mer en parlant de la Nouvelle-Calédonie. Est-ce que vous pourriez commenter? Alors, l'outre-mer, là aussi, c'est une pensée occidentale. On pense, les gens de l'outre-mer sont au-delà des mers qui bordent l'ensemble des rives de l'Europe, parce que, et c'est une chose magnifique, l'Europe a exploré les mers et effectivement les grands navigateurs ont eu cette immense curiosité du monde, dont ils ont fait des choses pas toujours tout à fait défendables, mais en tout cas, ils ont eu ce désir et cette curiosité immense. Et il ne faut pas non plus gommer cette curiosité immense. J'ai envie de dire que pour nous, en Océanie, l'outre-mer, c'est vous. Les antipodes, c'est ceux qui sont de l'autre côté. Alors, quand on est en Nouvelle-Calédonie, les antipodes, c'est la France, c'est la Bretagne, c'est la Suède. Là aussi, c'est une autre manière de regarder et de se déplacer. Et je vous assure que ça met du mouvement à l'intérieur de la tête que d'accepter d'être perdu, d'être ignorant, d'être ailleurs et de penser que cet ailleurs, c'est quelque chose qui a à savoir comment on habite le monde. Et on ne l'habite pas à distance, on l'habite là où on se trouve, là où votre corps se trouve, là où votre âme, votre esprit se trouve. Et sinon, il y a beaucoup de voyageurs qui peut-être ne regardent jamais ce qui les entoure véritablement. Je vais vous montrer la Nouvelle-Calédonie de plus près. L'Australie est donc ici, la Nouvelle-Zélande qui est connue. On a 3 grands ensembles, la Micronésie, la Polynésie, la Mélanésie. La Nouvelle-Calédonie fait partie de la Mélanésie. Méla, cela veut dire noir. Évidemment, une fois de plus, ce sont les Européens, donc nous, qui avons nommé et donc qui ont nommé les hommes et les îles de cette partie, et la Nouvelle-Calédonie se trouve ici. Donc voilà. J'y suis partie en effet, comme vous l'avez dit Françoise, sans imaginer une seconde l'impact et le déplacement que cela allait susciter. Et vous êtes resté vous avez passé en gros la moitié de votre vie en Bretagne et la moitié de votre vie en Nouvelle-Calédonie. Oui. Est-ce que vous êtes entre les deux maintenant? Qu'est-ce qui a provoqué en fin de compte le besoin d'écrire votre recueil de poésie que vous allez présenter, Ton ventre et l'océan? Alors, je crois je crois qu'on écrit parce que c'est une nécessité, mais ça ne veut pas dire pour autant que l'on comprenne complètement la raison pour laquelle on le fait. Simplement, c'est une urgence et c'est quelque chose qui aide on est bancal peut-être, et enfin en tout cas je me sens assez souvent boiteuse, bancale ou claudicante, et habiter l'entre-deux, c'est être dans ce mouvement de balancier. Peut-être qu'effectivement, on a besoin de se rassembler soi-même. J'ai le sentiment qu'on est quelquefois, contrairement là aussi à l'image que l'on peut donner de soi parce qu'on est dans un corps entier, on est peut-être des îles éparses. Et être des îles éparses suppose à un moment donné de
se relire et peut-être de se relier soi-même et de relier l'ensemble des éléments qui vous composent et on les relie jamais tous parce qu'il y en a d'abord plein qui nous échappent. Et j'ai le sentiment que lorsque je suis… alors, j'aime pas l'idée du retour ou du revenir. Je crois qu'on ne revient jamais en fait. J'ai le sentiment qu'on part à nouveau, mais pas qu'on revient. Je crois pas au retour en fait, parce qu'on est un autre. On est un autre au moment où je crois pas au fait de rentrer. Je suis pas rentrée. C'était la question qu'on me posait, ou c'est les phrases qu'on prononçait envers moi lorsque je suis venue en France pour travailler à la Maison de la Nouvelle-Calédonie à Paris. Et ce mot me faisait mal parce que la Calédonie, elle est partie intégrante de ce que je suis aujourd'hui. Elle est partie intégrante parce que elle m'a accueillie d'abord, et être accueillie, ça n'est pas rien. Elle m'a accueillie, je l'ai écoutée, je l'ai arpentée, mon corps, mes cellules ont dû entièrement se laisser imprégner par elle. Et aujourd'hui, je travaille avec elle et je l'espère pour elle, en tout cas avec elle au quotidien. Et donc, elle est toujours là. Toujours, C'est un reniement de la Bretagne qui est la mienne. Et donc, ce livre, il est né de cette impulsion. J'avais en fait un certain nombre de poèmes qui étaient déjà écrits. Certains écrits il y a très longtemps, d'autres écrits en Nouvelle-Calédonie, d'autres qui se sont écrits lorsque j'ai été de nouveau en France. Et tout ça constituait également des îles éparses. Et je crois qu'un livre, c'est le moment où ces îles éparses se mettent à se structurer ou se construisent comme une structure. Vous avez en effet une architecture dans ce petit recueil. Peut-être vous pourriez le montrer, Anne, je crois que vous l'avez. Voilà. Une couverture bleue, un petit texte. Si vous le voyez, comparé avec ma tête, il est la taille d'une tête. Hein, oui. Et avec une architecture extrêmement construite. Est-ce que vous pourriez parler de la construction, de la mise en place de tous ces textes dont vous avez parlé? Oui, alors, la construction, elle s'est faite parce que j'avais ces îles éparses, j'avais ces poèmes épars dont je savais évidemment à quel point les uns et les autres étaient reliés. Certains avaient l'air disjoints. Je crois enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, je commence toujours par quelque chose qui est de l'ordre du chaos, qui est de l'ordre à la fois de plein d'éléments dont j'ai la conscience intime qu'ils disent mon rapport au monde, ou en tout cas ma tentative pour dire le monde et dire comment je l'habite. Et puis en même temps, le sentiment que dans ces disjonctions, ces jonctions de ces textes, il y avait matière à structurer un ensemble. Donc je l'ai construit, il s'est construit. Alors aujourd'hui, j'ai envie de dire que c'est facile de le dire aujourd'hui, puisque je l'ai dans les mains. Comment il est construit, puisque je le vois extrêmement bien. Au moment où je l'ai fait, les choses étaient sans doute beaucoup plus intuitives, beaucoup plus secrètes que cela. En tout cas, il est construit avec une première partie qui est complètement dédiée à la Bretagne, et où c'est de la Bretagne qu'il est question, et qui s'intitule Ciel, Pierre, Saison. Et une deuxième grande partie qui a plus trait à la Nouvelle-Calédonie et qui s'appelle Graines, plumes, coquillages. Mais en même temps, il n'est pas seulement construit avec deux parties, il est construit avec quelque chose d'un peu hélicoïdal. C'est-à-dire qu'on a une composition avec des amers. Alors, les amers, A-M-E-R-S, quand on navigue, quand on fait un grand voyage, ou en tout cas quand on essaye de se repérer sur la mer et de traverser les tempêtes, c'est ce qui vous permet comme un phare de vous repérer.
Et donc, j'ai 3 amers qui se combinent et qui se conjuguent avec ces 2 grandes parties et qui racontent, qui eux aussi travaillent sur la notion de série. Parce que je crois là aussi que le même texte peut se décliner de manière différente et là aussi on peut de manière décalée prendre les motifs et les retravailler parce que la question en fait qui me semble, en tout cas qui est ma question simple, banale, c'est comment trouver une langue? Comment trouver une langue pour dire ce qui nous manque, en tout cas ce qui me manque? Alors évidemment, vous me disiez, Françoise, est-ce que vous habitez entre? Oui. Inévitablement aujourd'hui, je suis dans cet entre-deux. Et cet entre-deux, on peut penser qu'il peut être inconfortable en fait. Alors, je ne dis pas qu'il est toujours confortable, il n'est pas confortable, mais je ne cherche pas forcément le confort, mais il est en tout cas possible que dans le mouvement. Et c'est parce qu'il y a ce mouvement que on peut aller, je peux aller d'une des terres à l'autre et d'un espace à l'autre et je peux tenir debout que parce qu'il y a ce mouvement. Et ce mouvement, vous Et allez c'est cet maintenant… entre-deux qui est le mien et que je n'ai pas le choix de faire autre chose que d'habiter puisque c'est ce qui m'est donné. Ce qui vous est donné. Et Anne, est-ce que vous pourriez maintenant nous faire entrer dans votre texte? Et commençons avec la variation 2. Si vous voulez lire le poème. Avec plaisir. En fait, donc c'est Amer 1. On a un premier texte qui est un texte en prose poétique. On a une première variation qui est où la prose poétique qui forme un bloc se détache en trois éléments et puis un poème final que je vais vous lire et qui donne son titre au recueil. Variation 2. Regarde ce banc à saute-mouton de poisson. Tu dois pour toujours compter avec la mer. Écoute les cornes des bœufs emportées par le vent. Ne la quitte pas des yeux. Goûte ce mulon blanc, les yeux points noirs des civelles. Ne regrette rien, ton ventre est l'océan. C'est le titre du recueil. Mais Anne, des civelles, qu'est-ce que des civelles? Alors les civelles, on les appelle aussi les pibales. Ce sont en fait les alevins des anguilles d'Europe. Et elles ont comme caractéristique de faire 2 grandes migrations dans leur vie. Une première où le petit alevin part de la mer des Sargasses, traverse l'Atlantique en suivant, je crois, le Gulf Stream et a besoin impérativement, lorsqu'il arrive en Europe, de trouver un estuaire. Or, il se trouve que mon enfance s'est passée sur les bords de l'estuaire de la Loire, qui est l'un des fleuves les plus sauvages de France et l'un des très beaux fleuves de France, le fleuve Royal. Et lorsque j'étais petite, mon papa simplement réparait les moteurs des bateaux, notamment des bateaux des pêcheurs de Loire. Et pour le remercier, très souvent le matin, je me levais, il y avait un grand seau avec plein de civelles dedans que l'on cuisait. Lorsqu'elles sont cuites, elles sont translucides quand elles sont vivantes. Lorsqu'elles sont cuites, elles deviennent toutes blanches et ne reste que deux points noirs qui sont les points noirs des civelles. J'adorais ça quand j'étais petite, mais ces minuscules alevins qui doivent faire, ils peuvent faire au départ 7 mm, après ils font quelques centimètres. Les manger me posait un problème. Et donc, voilà, la réponse de mon père était celle-ci. Ne regrette rien, ton ventre est l'océan. Ton ventre est l'océan. Et vous parlez, le voyage se met en place. Peut-être pourriez-vous lire le poème de la page 19. Avec plaisir. On est toujours dans Ciel, Pierre, Saison, on est toujours du côté de la Bretagne. Folles hirondelles qui peuplent tes ruelles d'enfance, portées d'automne entre les poteaux de tous les partirs. Leurs têtes indigo striées de trajectoires et de cris.
Les portées d'automne, ce sont les portées des petits ou Ce sont les fils électriques sur lesquels les hirondelles se posent au moment de leur migration. et la migration va retrouver d'autres oiseaux au poème de la Absolument, page 57. absolument. Vous voulez le replacer aussi, Anne, replacer le poème de la page 57? Alors, la page 57, on est dans la partie graines, plumes, coquillages. On est donc du côté de l'Océanie. Traquer, traduire la diverse parole. S'ouvrir au souffle du grand dehors sous l'arbre éventail. À l'irruption du voyageur, empruntant l'allée latérale, son pas, os, peau, muscles, ligaments, sans hâte et sans désir d'exploit à accomplir. S'ouvrir à rouge et vert ce vol de perruches, ébouriffant l'aube de lignes éphémères. Anne, pourriez-vous commenter, traquer, traduire la diverse parole? Traquer, c'est une position de guet, pourriez-vous Alors, d'autres poèmes de ce recueil avant commencent par d'autres verbes comme se glisser, comme guetter. Traquer est plus violent sans doute, parce que traquer, on pense forcément à la traque, on pense forcément aux chasseurs, mais c'est parce que le guet que l'on fait, enfin il me semble que l'on fait tout le temps, toujours, pour essayer de comprendre l'écart. Je crois à l'écart. Je crois vraiment que l'écart est une bénédiction. L'écart avec l'autre différent de soi, l'écart avec le pays qui est aux antipodes de soi, l'écart auquel la Nouvelle-Calédonie m'a évidemment confrontée. Cet écart, il ouvre un espace et cet espace, il permet la relation. Et effectivement, ça suppose d'accepter l'ignorance qui est la nôtre et ça suppose de se questionner de nouveau sur ce que l'on peut traduire. Et quand je parlais tout à l'heure d'une langue, de trouver une langue pour dire ce à quoi vous êtes confronté, particulièrement lorsqu'on se déplace aussi loin de l'endroit où l'on est né. Je crois à la traduction et je crois que finalement, écrire, c'est traduire. Je ne sais pas comment expliquer ça plus avant. C'est-à-dire, je crois qu'il y a une première lecture du monde. Relire le monde, il y a relire. Si on relit, c'est qu'il y a eu une première lecture du monde. Je crois à cette première lecture du monde. Elle est faite par le petit enfant, elle est faite, peut-être qu'on fait une lecture du monde en permanence toute sa vie jusqu'à un âge avancé. Il y a quelque chose qui vous saisit dans notre relation au monde, qui est de l'ordre de notre corps. C'est d'ailleurs pour ça que dans ce poème, peut-être, on a os, peau, muscles, ligaments. Parce que le premier contact, c'est un contact physique, c'est un contact corporel, ce contact qui nous est interdit aujourd'hui, ou en tout cas qui est beaucoup empêché par la Covid-19. Et on a besoin de ce contact-là, parce que c'est habiter le monde, c'est juste être au monde, c'est ce qui arrive aux milliards d'êtres humains qui sont sur cette planète. C'est pas réservé aux poètes, c'est ce qui appartient à tout être humain et peut-être à tout animal aussi, à tout être vivant en fait. Et écrire suppose cette attention immense de se poser, de guetter, de se glisser, de se taire tout simplement. Et peut-être de s'approcher. Et Et de j'aimerais que vous s'approcher. puissiez terminer par la lecture des deux poèmes de la page 54-55, avant que nous reprenions la discussion ensuite avec vous et Younas. Si vous pouviez, Anne, lire ces deux textes où vous êtes, qui parlent de la Nouvelle-Calédonie. S'approcher. Tamad Vorvor, le doigt posé à même le sable, des rêves continus d'un peuple tambour. Ne rien emprisonner du sceau de l'improbable tour d'où l'enfant s'élance. Sur la natte des femmes assemblées, monnaie, un collier,
de graines, de plumes, de dents, de coquillages. C'est un hommage aussi à une autre terre d'Océanie, ce poème, qui est le Vanuatu. Parce que les hommes y dessinent sur le sable des figures absolument magnifiques dont on a découvert qu'elles étaient aussi en ethnomathématiques des algorithmes. Et le poème de la page 55 fait réponse. Oui. Vous pouvez le lire aussi, s'il vous plaît. Se tenir entre, reconnaître à la source la radicale étrangeté de l'autre, tous ces autres sans qui nos visages forêts sans lumière, impossible à voir. Oser l'ombre debout de l'ignorance, se tenir entre, laisser aux informes le cirque mensonger de l'abrasement universel et lui préférer les appartenances plurielles et jubilatoires. Guetter le sens à la racine du geste. Se tenir entre. Donner aux enfants du ciel des bras armés de la même innocence. Et quand la nuit viendra danser sur nos épissures, prendre le risque de l'espérance. Merci. Le risque de l'espérance. C'est un bel encouragement. C'est un encouragement. Je disais qu'on écrit parce qu'on a une lecture du monde physique, sensible. Je pense que les textes engendrent aussi les textes, et celui-là est engendré par Georges Bernanos, qui dit « L'espérance est un risque à courir, c'est même le risque de tous les risques ». Anne, merci. Nous allons faire une petite pause, toutes les deux, puisque je vais maintenant me tourner vers Younas. Merci Anne. Younas. Bonjour Younas. Younas, voilà, il faut vous mettre en marche votre micro. Voilà. Oui. Je suis là maintenant. Merci Younas. Younas, vous êtes auteur, éditeur. Pour moi, Younas, vous êtes un passeur de littérature, un passeur de poésie, et vous m'avez fait connaître la poésie suédoise contemporaine en particulier. Vous avez aussi traduit un texte, une anthologie, The Star by My Head. Oui, c'est une anthologie de poésie suédoise contemporaine traduite par moi et Malena Merling en anglais. Et il a été publié par un éditeur américain, parce que c'est une anthologie dirigée vers la public américaine. Alors, il y a une douzaine de poètes dans cette anthologie, et il a été possible d'avoir 3 fois ce nombre, vraiment. Et c'est un très beau projet, et vous avez ensuite, vous êtes aussi éditeur, vous avez votre maison d'édition Eloströms, qui a plus de 800 titres, et oui. Vous m'avez fait découvrir 2 poètes de Öland. Et j'aimerais que vous nous les présentiez, que vous nous parliez de ces 2 poètes. Pourquoi ce choix et que pouvez-vous nous apprendre sur eux? Öland est une longue île à l'est. Oui, vous pouvez voir l'île maintenant. C'est une longue île à l'est, au sud-est de la Suède. Ce n'est pas une île dans le sens que la Nouvelle-Calédonie est une île, peut-être, parce que Östersjön
n'est pas un océan, c'est une mer, je crois. Mais en tout cas, cette île, c'est une île en marche de la Suède. Vivre sur l'île de Öland, c'est de vivre en marche de la société commerciale, c'est de vivre en marche des centres de pouvoir. Et c'est un paysage ancien. Et la poésie que vient de cette île, c'est une poésie de paysage, vraiment, c'est un paysage de soleil, et des fleurs, des arbres, et surtout, c'est une poésie du vent et de la mer. Et tout à fait naturellement. Et ces deux poètes que tous les deux viennent de l'île de Öland étaient un homme et une femme. Anna Rydstedt, c'est la femme. Il vivait dans le sud de l'île. L'île elle était du sud de... Elle était du sud, oui. Et l'île est 140 km de sud au nord. Et au sud, on a un paysage qui est peut-être pas si loin de Bretagne. C'est vraiment un paysage marqué par le soleil, par le vent et par la mer. Lennart Sjögren, qui est un poète du très nord de l'île, et son paysage est un autre paysage. Et il fait de ses expériences une poésie assez mythologique. Vous avez placé deux textes de Lennart Sjögren. Voulez-vous, Jonas, les lire en suédois? La traduction est en français sur l'écran, et les placer un petit peu dans la production de Lennart Sjögren, qui est poète et toujours vivant. Oui, il faut que je trouve une mode de un moment. Comme ça, oui. Ce sont deux poèmes très, très courtes, très concentrés. On peut les penser très quotidiennes, mais c'est vraiment ne pas le cas. Et la première poème de Lennart Sjögren, mon accent suédois est un accent du sud aussi, mais pas exactement l'accent de Lennart ou d'Anna Rydstedt. Mais en tout cas, c'est un poème sans titre. Écoute. Han räfsar löv. Han räfsar löv för sista gången i sitt liv. Han räfsar löv. Sen går han in i det. Et pouvez-vous maintenant, Françoise, lire ce poème dans votre traduction? Volontiers, volontiers, Jonas. Avec son râteau, il ramasse les feuilles. Il ramasse les feuilles pour la dernière fois de sa vie. Il ramasse les feuilles, puis il s'y enfonce. Oui, c'est ça, c'est un poème, c'est un poème très grand, vraiment, parce que l'homme dans la poème, il s'y enfonce, il s'enfonce dans sa vie, parce que maintenant, il va quitter sa vie. Il ramasse les feuilles pour la dernière fois, et maintenant, il va s'enfoncer dans sa vie propre, parce que, évidemment, la mort n'est que notre vie.
Aussi, l'autre poème est un poème énorme en 4 lignes. Aussi, il n'y a pas de titre. Ces poèmes n'ont pas besoin de titre. Je le lis en suédois. Och björklövet som blev funnet långt ute till havs, där det vilade i sin egen grönskande båt. Et maintenant en français, s'il vous plaît, Françoise. Et la feuille de bouleau qu'on trouva bien loin au large, là où elle reposait dans son propre bateau verdoyant. Oui, on peut penser peut-être que c'est une image simple, mais c'est pas du tout le cas. Voici une feuille de bouleau qui est un arbre typique de la nord de l'Inde. Mais cette feuille qui est en même temps, elle repose sur les vagues. Elle est son propre bateau et son propre bateau verdoyant. Et je voudrais dire que cette petite feuille est aussi une image de la vie humaine. Encore une fois, c'est un poème extrêmement existentiel en 4 lignes courtes. C'est vraiment... On a peut-être une semblance au haïku japonais dans ces poèmes. Mais Lennart Sjögren peut aussi écrire, comme je disais, des poèmes mythologiques, des poèmes très longs. Maintenant, Lennart est dans ses quarantaines. Non pas, il a 80 ans, mais il a énormément de force poétique. Vraiment, vraiment. Mais merci, Jonas. Je vous propose de parler maintenant de Anna Rudstedt. Donc, on part dans le sud de l'île de Öland. Et qui est Anna Rudstedt et pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire ce recueil de poésie de Anna Rudstedt? Parce qu'elle est, tout simplement, elle est une très bonne poète, mais aussi, elle est une poète féminine des années 50, et on n'avait pas beaucoup de femmes poètes dans cet âge en Suède. Et elle a continué à écrire de très bons poèmes pendant les années 50, les années 60 et les années 70. Et pendant beaucoup d'années, elle était presque oubliée, mais sauf dans l'île de l'Inde, parce que je crois que c'est important de connaître ce poète régional et de trouver qu'elle est vraiment une poète universelle. Poète universelle de l'intime et du quotidien, comme vous l'avez souligné. Est-ce que vous pourriez lire les poésies de Anna Rudstedt en suédois, et je fais la lecture en français si vous le voulez bien. Oui, volontiers. Ce premier poème est le poème, c'est comme une signature d'Anna Rudstedt. Je le lis en suédois. Il y a deux strophes, 4 et 5 lignes, et aussi un poème de concentration quotidienne. Det enda. Var har du svävat så stilla i natt? Av teångor doftar dina vingar, min själ. Citron känner min tunga,
men mörker är än din luft, min själ. Dock ser jag människorna, kvinnor och män vid borden i Europa. Jag också är född och vuxen till det enda, att vara Anna i världen. Cela, où as-tu plané si paisiblement cette nuit? Tes ailes embaument les vapeurs de thé, ô mon âme. Ma langue goûte le citron, mais les ténèbres sont encore ton souffle, ô mon âme. Pourtant, je vois les gens, les hommes et les femmes attablés en Europe. Moi aussi, je suis née et ai grandi uniquement pour cela, être Anna dans le monde. C'est une grande chose, ça, être soi-même dans le monde. On sait que ce poème a été écrit dans la gare de Bâle, en Suisse, quand Anna a retourné en Suède. Et elle n'a pas fait beaucoup de voyages. Mais tous les voyages ont été importants pour elle. Et voici cette jeune femme suédoise. Et elle est seule dans le café du gare de Bâle et elle regarde les autres gens. Et il n'y a pas de conversation, il n'y a pas de contact direct, mais elle sait que nous sommes ensemble ici, nous, hommes et femmes, dans les gares, dans les cafés d'Europe, et nous tous va essayer d'être nous-mêmes dans ce monde. Quelle est à peu près la date de... elle se réfère à quelle année environ, Jonas? C'est environ 1954, je crois. 54 ou 50, 52, 50, non, 62, 63, 64. Merci, Jonas. On continue avec une autre lecture. Juste un moment. Oui. Ah, par là. Et maintenant, un poème assez long. C'est un poème grammatique, peut-être. Et en suédois. Presensbarn. Nej, skriv presens, mitt barn. Låt inte futurum härja i ditt presens. Ingenting är ditt, visserligen. Men du lever i presens när du skriver din dikt. Då du äter ditt bröd i ditt anletes svett, mitt presensbarn. Låt om möjligt imperfektum vara imperfektum, det som är borta. Låt bara drömmarna i skimrande bilder eller marans dunkla gestalter ge dig det då i ditt nu som du kan bära. Det räcker nu, mitt presensbarn. Grubbla inte sönder dig på pluskvamperfektum. Det hade skett. Så skedde även detta som en följd, som de kloka alltid säger. Eller, därför skedde detta. Orsakssökandets förbannelseäpplen. Jag vet att Evas äpple är ett orsak och att Adam vet en bitter konsekvens i äpplet. Tror du inte det, mitt presensbarn? Konditionalt presens är hederligt. Om du får från Borgholm så får jag från Mörbylånga och så möts vi då i Färjestaden. Men konditionalt imperfektum är ohederligt. Om han inte var född så hade han inte fört in olyckan i mitt liv. Vad är detta förtal? Att förnedra så sig själv. Detta är presens. Det har skett ett nyligen timat perfektum. Nu sker det i mig att jag väljer eller inte väljer. Mitt futurum stiger allt närmare i presens. Jag reser imorgon, eller jag reser inte imorgon. Detta är din presenslinje, mitt presensbarn, som ändå vill planera,
Som om det inte vore fåfängt att planera, utan att även vara beredd att möta de händelser som ingen planerar. L'enfant présent. Non. Écris présent, mon enfant. Ne laisse pas le futur sévir dans ton présent. Rien n'est à toi, assurément, mais tu vis au présent en écrivant ton poème, en mangeant ton pain, à la sueur de ton front, mon enfant présent. Si possible, laisse l'imparfait demeurer imparfait, ce qui est loin. Laisse seulement les rêves par des images scintillantes ou par des sombres figures cauchemardesques te donner l'alors dans ton à présent que tu puisses porter. Cela suffit maintenant, mon enfant présent. Ne te casse pas la tête sur le plus que parfait. Cela s'était passé. Cela se passait aussi de la sorte comme un enchaînement, comme disent toujours les sages. Ou bien, pourquoi cela s'est passé? Les pommes de la malédiction de la causalité. Je sais que la pomme d'Ève est nommée cause et qu'Adam a mordu dans la pomme une conséquence amère. Tu ne le crois pas, mon enfant présent? Le conditionnel présent est honnête. Si tu pars de Bornholm, je pars alors de Mörbylånga et nous nous retrouvons donc à Fjärstaden. Mais le conditionnel passé est malhonnête. S'il n'était pas né, il n'aurait alors pas apporté le malheur dans ma vie. Cela veut dire quoi? S'abaisser soi-même de la sorte. Ceci est le présent. Cela est arrivé dans un passé récemment accompli. Maintenant, cela se passe en moi, que je le veuille ou non. Mon futur entre encore plus intimement dans le présent. Je pars demain ou je ne pars pas demain. Ceci est ta ligne présent, mon enfant présent, qui veut toutefois planifier, comme si ce n'était pas vain de planifier, sans être aussi prêt à affronter les événements que personne ne planifie. Je pense vraiment que c'est un vraiment bon poème. Anna, elle était professeure d'école, elle a enseigné la grammaire suédoise, et il y a une correspondance ici entre nos vies et le grammaire, le langage. C'était deux structures, la structure pas universelle, mais en suédois en tout cas, qui est commun à tous. Et sous cette structure linguistique, nous voici, et encore une fois, on va essayer de vivre nos vies, de passer de Mörbylånga dans le sud et à Fjärstaden. L'univers de langage et ses localités en Irlande, c'est vraiment très belle. Je pense que l'on va maintenant nous retrouver avec Anne. Oui. Le temps part, le temps passe vite. Nous allons donc nous relier et on pourrait dire que il y a, si je dis relie, c'est relire et relier à l'impératif. Donc je vous propose de vous retrouver avec Anne pour que vous puissiez discuter tous les deux, puisque maintenant vous vous connaissez mieux. Anne, êtes-vous avec nous? Oui, bien sûr. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'attention ces poèmes qui sont vraiment très, très beaux, très forts. Ceux de Lénard, vraiment, je pense au haïku et à la densité qu'il peut y avoir dans cette manière de nommer le monde. Et dans les deux poètes que vous avez choisis, Jonas, ce qui me frappe beaucoup, c'est que c'est vraiment l'expression de l'effort humain pour habiter le monde, habiter le présent
mon enfant présent et pour être au monde en fait. Et ça, c'est vraiment des poèmes magnifiques. Je vous remercie vraiment de me les avoir fait découvrir. Ah oui, le plaisir est les nôtres et aussi les traductions de Françoise sont vraiment bons. Il faut le dire, Françoise. Merci, Jonas. Merci de m'avoir fait confiance. Et je pense qu'en confiance, tout est possible. Mais peut-être qu'il y a peut-être des questions, puisque je sais qu'il y a eu un enregistrement de questions. Marie, est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que nous pouvons continuer notre discussion? Françoise, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Vous pouvez continuer votre discussion? Nous pouvons continuer notre discussion. Merci. Juste quelque chose aussi qui me frappe dans les poèmes que vous avez lus, Jonas, c'est que je trouve toujours d'une très grande beauté des poèmes qui semblent comme ça dire le quotidien, comme tu l'as dit, Françoise, être dans le familier et qui en fait, dont on perçoit avec une grande force qu'ils contiennent un secret. Qu'à l'intérieur d'eux, il y a un secret, c'est un peu comme une châtaigne, avec, il y a la bogue, il y a quelque chose de très simple, de très familier, et à l'intérieur, vraiment, quelque chose d'une profondeur inouïe. Voilà. Vous avez remarqué sûrement que la présence du langage et des phrases bibliques aussi dans ce dernier poème d'Anna Rudstedt. Et on peut remarquer peut-être que ni Lennart Sjögren ni Anna Rudstedt sont des poètes, peut-être pas des poètes intellectuels. J'hésite de le dire parce que ils sont vraiment des poètes très, très subtils, mais pas intellectuels. Ils ne sont pas des académiciens, mais ils ont contact avec le langage biblique et la force du langage biblique sans être ni l'un ni l'autre des poètes religieux, mais des poètes de l'existence, vraiment. C'est ce que je crois. Et la poésie nous apprend à mieux vivre. Et je vous propose de lire un poème pour la route. Quand j'étais enfant, ma mère me disait toujours « Prends un livre pour la route ». Anne, pourquoi ne pas nous lire un poème pour la route? Alors, c'est un poème qui est peut-être... je vais le lire simplement. Cette île, l'étreinte du rêve des manguiers dans les narines. Marcher plutôt que se perdre dans l'absence. Et, quand l'océan se fera visible enfin, prendre le parti de la pulpe. La pulpe, j'aime beaucoup cette fin. Je crois vraiment que les mots n'arrivent jamais à saisir l'émotion immense que nous donne la chair du monde. Je crois, c'est pour ça que vous disiez, Jonas, je ne sais pas si c'est des intellectuels ou pas des intellectuels. L'intelligence du monde, je crois véritablement qu'elle n'est pas... quelquefois, être intellectuel, c'est peut-être se défendre de toucher le monde. Et il y a une manière de toucher, d'en être touché, qui est peut-être immensément profonde. Et on a chacun nos chemins pluriels pour effectuer cette tentative d'habiter notre vie, tout simplement, comme vous le disiez tout à l'heure. C'est
habiter cette vie et en savoir la fragilité immense. Et peut-être que les mots, c'est voilà, c'est ce qu'on essaye de se tendre pour tenir un fil. Mais voilà, la pulpe, c'est vraiment la chair du monde. C'est vraiment le sentiment que on va continuer, évidemment, vous, nous, demain, toujours de se mettre plein de nœuds dans la tête, de se poser plein de questions, de s'interroger. Mais vraiment, la joie que l'on peut avoir, qui est peut-être aussi une parole biblique ou un mot biblique, mais la joie, c'est quelque chose qu'il faut essayer d'atteindre. Alors, j'y parviens pas, mais voilà, c'est vraiment cette tentative. Je crois qu'un livre, c'est finalement qu'une tentative. Merci à vous deux. Partons en joie. Voilà. Merci pour le partage. Merci parce que, pardon Françoise, merci parce que cette joie, vous nous l'avez donnée là pendant cette rencontre en poésie. Hein, un grand merci en tout cas à chacun de vous pour ce voyage à travers la poésie que vous nous avez offert, qui nous a permis de traverser les frontières, voilà, malgré la Covid, qui nous a permis aussi de voir le monde autrement, d'inverser les antipodes, comme vous nous l'avez montré, Anne, avec la planisphère de Nouvelle-Calédonie, de faire aussi le lien entre les multiples îles. Merci Jonas. Et moi j'ai bien aimé aussi comment, la façon dont Françoise vous a appelé, Jonas, passeur de poésie. Je trouve ça très joli. Voilà, donc merci pour ce voyage aussi à travers la poésie suédoise. Ça montre bien que la poésie, c'est comme la musique en fait. C'est un langage universel qui peut nous relier chacun. Donc merci Françoise pour l'animation de cette belle rencontre en poésie. Un grand merci à Lauriane aussi, que vous ne voyez pas, mais qui s'occupe de l'aspect technique de cette rencontre. Je précise aussi à tous ceux qui nous ont écoutés que vous pouvez trouver toutes les références des textes, des poèmes qui ont été lus sur notre site institutfrançaissuède.com et qu'il y a aussi des sites de référence des œuvres, notamment des éditeurs. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller sur notre site pour avoir toutes les références des textes et pour les retrouver. Voilà. Un grand merci encore pour ce beau voyage. Merci Marie. Merci. À bientôt. Merci bien. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.